Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle Actu du Geek, la 200e. Et oui, la 200e vidéo, alors ce n'est pas la 200e vidéo que je fais, c'est la 486e vidéo. Et oui, presque 500 vidéos sur la chaîne du bon, la brute et le geek. Mais c'est quand même la 200e Actu du Geek. Je vais parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, je vais revenir sur deux questions de deux abonnés. Après le 1 nanomètre, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, vous allez voir, j'ai déjà traité le sujet, mais j'ai amené de nouveaux éléments, j'espère, assez intéressants. Mais avant, on va traiter de quelques sujets. On va parler de AMD, de Outriders et de Ubisoft. Ubisoft qui pourrait peut-être se faire racheter. C'est de la spéculation, mais attention, une spéculation quand même bien alimentée. Je vous dis à tout de suite pour la 200e. Alors tout d'abord, bien entendu, je tiens à remercier tous les abonnés, les nouveaux, les anciens, les membres soutien, tous ceux qui ont permis que cette 200e existe et que cette 486e vidéo existe. C'est grâce à vous si je continue sur YouTube, donc n'hésitez pas à apporter toujours votre soutien, ça me permet de continuer et d'avancer. Et bien entendu, pour les nouveaux qui passeraient par ici, n'hésitez pas à faire partie de cette grande famille, la famille du bon, la brute et le geek, en vous abonnant et en mettant des commentaires, n'hésitez pas, des pouces bleus, tout ce que vous voulez pour pouvoir propulser la chaîne au premier plan. Alors pourquoi je veux parler de AMD? Parce qu'il y a des leaks qui sont apparus sur la future carte, une des futures cartes, vous savez, de la gamme RX 7000 qui va arriver en fin d'année, la RX 7700 XT qui a l'air très intéressante. Pourquoi elle est très intéressante? Parce qu'elle coûterait moins de 500 $, alors tout cela reste à vérifier, mais qu'elle serait composée du Navi 33 qui serait quasiment l'équivalent du Navi 21, avec le RDNA3 en 6 nanomètres, TSMC, 6 nanomètres TSMC au lieu de 7 nanomètres TSMC, elle ne consommerait apparemment que 200 watts, pic, à vérifier bien entendu, toujours, elle aurait 8 gigaoctets de GDDR6, ça par contre ça me paraît un petit peu faible, on en discutera après, de 128 à 256 mégaoctets d'Infinity Cache, vous savez le L3 Infinity Cache qui accélère énormément les performances en termes de jeu, elle serait équivalente à la 6900 XT en termes de performance, et elle serait supérieure à la RX 6900 XT en termes de ray tracing. Ce serait quand même un beau cadeau pour moins de 500 $ ou moins de 500 €. Le seul petit problème, c'est la mémoire. 8 gigaoctets de mémoire, ce serait bon en Full HD, en 1440p probablement aussi. Par contre, en 4K, ce serait trop juste à mon humble avis. Alors que cette carte, elle est capable de faire l'équivalent du 4K RX 6900 XT actuel. C'est un peu dommage d'avoir limité la mémoire. Ils auraient pu mettre 12 gigaoctets, voire 16 gigaoctets. Mais effectivement, pour contenir le prix, ils ont diminué la quantité de mémoire. Ben écoutez, on va suivre ça, mais c'est très intéressant. La compétition RX 7000, RTX 4000 promet beaucoup, surtout en termes de performance. Je serais très intéressé de voir le rapport puissance-performance, parce que je vous rappelle que Nvidia sera en 4 nanomètres, et pourtant on annonce des consommations absolument astronomiques. Outriders revient avec un nouvel opus, un super DLC, complet et indépendant, je le précise. Alors ce jeu, je l'avais beaucoup aimé, il était sur le Game Pass, rappelez-vous, je l'ai fini, j'ai terminé l'histoire principale, j'ai fait également des parties multijoueurs, et l'histoire principale n'était pas si mal que ça, une histoire post-apo science-fiction, pas si mal que ça. Eh bien ils reviennent avec une toute nouvelle histoire, qui a l'air intéressante, complète, d'après ce qu'ils disent, et c'est important parce que vous allez voir pourquoi je dis ça, et donc on pourrait commencer cet opus indépendamment du premier. Si vous n'avez pas joué au premier, vous pourrez jouer à cet opus indépendamment, l'histoire est indépendante. On commencerait au niveau 30, là où on a fini finalement avec le premier opus, et avec des arbres de compétences qu'on connaît, plus un nouvel arbre de compétences, le PAX, qui serait à remplir et qui permettrait beaucoup de choix. Cet opus s'appelle World Slayer, et oui, le monde du guerrier, et cet opus vous coûterait quand même 40 € ou 40 $. C'est quand même un petit peu cher, alors il faut voir si c'est un jeu complet et indépendant, c'est-à-dire effectivement si l'histoire est tout aussi grosse que le premier opus, là ok, ça mériterait les 40 € probablement, mais si par contre c'est juste un DLC amélioré et un peu plus étendu, ça coûte quand même un peu cher, 40 € je trouve personnellement, dites-moi ce que vous en pensez, mais je vais quand même surveiller ça parce que je suis très intéressé par la suite de ce jeu. Ah, Ubisoft. Je me suis intéressé à Ubisoft parce qu'Ubisoft a eu un rebond hier de 10% sur ses actions et beaucoup de spécialistes boursiers se sont interrogés sur ce rebond.
Or, on entend beaucoup parler, vous savez, du rachat potentiel de Ubisoft. Et pourquoi? Eh bien, j'ai regardé l'action, figurez-vous, et l'action n'a jamais été aussi basse depuis 2017. C'est-à-dire qu'on est à la valeur de 2017 pour Ubisoft en 2022. Imaginez la capitalisation de l'entreprise, une entreprise énorme, Ubisoft, française, je vous rappelle, en 2019-2020, lorsque l'entreprise marchait bien, lorsqu'elle avait sorti ses nouveaux jeux, par exemple Assassin's Creed Valhalla, et que ça marchait assez fort, eh bien, ça valait 8,9 milliards de dollars. L'entreprise en entier. Aujourd'hui, elle ne vaut plus que 4,6 milliards de dollars, c'est-à-dire la moitié moins de ce qu'elle valait en 2019-2020. On a entendu Yves Guillemot, le patron de cette entreprise, qui possède d'ailleurs 15% des actions, dire qu'il était ouvert potentiellement à des rachats. Rappelez-vous de ça aussi. Et donc, il y a des sociétés de capital investissement qui commencent à s'intéresser à cette entreprise fortement, comme Blackstone par exemple. Pourquoi ces sociétés s'intéressent à cette entreprise? Parce que comme elle est très basse, si elle se relève, et bien entendu beaucoup espèrent quand même que Ubisoft va se relever avec de futurs jeux, et bien si vous possédez cette entreprise, eh bien vous allez gagner énormément d'argent. Et oui, la capitalisation va de nouveau croître fortement. Ça permettrait en particulier de la revendre. À qui? Mais par exemple à Microsoft, pourquoi pas à d'autres entreprises qui seraient prêts à acheter cette entreprise-là. Grosso modo, vous l'achetez à 4,6 milliards de dollars, un peu plus parce qu'il faut bien entendu donner un peu plus pour pouvoir racheter cette entreprise, par exemple 6 milliards de dollars, et dans quelques années, elle vaudrait 12 milliards de dollars. Eh bien écoutez, ça ferait un sacré profit quand même. L'entreprise qui aurait acheté Ubisoft multiplierait par 2 ses profits en quelques années. C'est comme ça que ça marche, et je me dis que dans les quelques mois qui viennent, oui, c'est possible que Ubisoft se fasse racheter. Alors venons-en maintenant à la question d'un abonné, est-ce qu'il va y avoir un après 1 nanomètre? Alors je dis tout de suite, oui, bien entendu. J'avais déjà fait une émission là-dessus, mais je vais aller un peu plus loin sur certains détails, et on va se recentrer également sur les consoles. Actuellement, vous savez que IBM a processé du 2 nanomètres, et un processeur fonctionnel, je le précise, c'est-à-dire pas juste un transistor, non, un processeur fonctionnel en 2 nanomètres, une plaquette de silicium avec des processeurs dessus, alors des processeurs de base, mais qui fonctionnent parfaitement en 2 nanomètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on passait sur la PS5 Xbox Series X par exemple de 7 nanomètres TSMC en 2 nanomètres, on passerait de 200 watts pic, sans rien faire, le même design, les mêmes transistors, 200 watts pic à 45 watts pic. Et oui, 45 watts pic, vous imaginez. Et pour la petite Xbox Series S, on baisserait à 23 watts pic. 23 watts, c'est-à-dire ridicule. Vous imaginez, à 45 watts, vous auriez une console à peine plus grosse que votre box d'internet. Alors, qu'est-ce qui est prévu comme plan chez TSMC? 3 nanomètres, on le sait, c'est 2022, fin 2022 si tout va bien. Le 2 nanomètres, plutôt 2025 en production, et donc le 1 nanomètre plutôt 2028-2029. D'ailleurs, Intel a annoncé qu'il serait au 1 nanomètre également en 2028-2029, tout comme Samsung. Tous les grands annoncent du 1 nanomètre 2028-2029 dans leur plan, pour l'instant, bien entendu. D'ailleurs, je précise qu'à partir du 1 nanomètre, on ne parlera plus de nanomètre, mais probablement qu'on passera en angstrom. Vous savez, 10 angstrom pour 1 nanomètre. Actuellement, Intel est déjà passé dans cette dénomination pour son futur 20A, qu'il prévoit d'ailleurs en 2025, c'est-à-dire le 20A égale le 2 nanomètres. 20 angstrom égale 2 nanomètres. Mais quel est le problème déjà en 2 nanomètres et surtout en 1 nanomètre? Eh bien, 1 nanomètre, je vous rappelle qu'un atome de silicium, c'est 111 picomètres, c'est-à-dire 0,11 nanomètres, c'est-à-dire qu'il y a 9 atomes. Si on imagine que le transistor est un carré sur le silicium, chaque transistor, on va imaginer que c'est un carré, eh bien ça ferait un carré de 9 atomes sur 9 atomes en 1 nanomètre, c'est-à-dire ridicule sur le silicium, et ça pose plein de problèmes, lesquels, je vous ai déjà expliqué. Un transistor, c'est une porte, ni plus ni moins, qui se commande pour laisser passer ou fermer la route aux électrons. C'est un barrage pour les électrons qu'on ouvre quand on veut et qu'on referme. C'est le signal binaire numérique. Oui, mais le problème, c'est que quand vous avez plus que 9 atomes, votre porte blindée en par exemple 20 nanomètres ou 10 nanomètres, ressemble plus à un grillage en 1 nanomètre. C'est-à-dire que les électrons, comme il y a peu d'atomes pour leur barrer la route, eh bien passent au travers comme dans du beurre. Et oui, c'est les courants de fuite, c'est tout ce qui est effet tunnel, etc., etc. Et donc, pour empêcher ça, on a inventé de nouvelles techniques. Les techniques en particulier sur la verticalisation des transistors. Alors avant d'aller plus loin, à quoi ça sert de réduire la taille du process? Eh bien, plus le process est petit, plus vous pouvez intégrer par millimètre carré des transistors, un plus grand nombre de transistors. Donc votre puce est plus petite. Plus les distances sont courtes également, ce qui fait que je vous rappelle qu'on est en gigahertz, en horloge, rappelez-vous, gigahertz, des milliards de battements par seconde, et donc bien entendu, plus la distance est petite, plus les électrons vont parcourir de faibles distances, plus ce sera rapide, plus la puce pourra être rapide, on pourra monter en fréquence. Parce qu'il y a également moins de résistance. Et oui, plus les pistes sont petites, même si c'est du cuivre, il y a de la résistance partout, et donc plus les distances sont petites, un peu comme un fil électrique, et bien plus les distances sont petites, moins vous avez de résistance, donc moins ça chauffe, et plus vous pouvez monter en fréquence.
En réduisant de la taille donc de vos circuits, vous pouvez monter en fréquence, vous consommez moins. Vous consommez d'autant moins que vous pouvez également baisser la tension d'alimentation, attention, sous condition de certains types de transistors. Mais c'est sur ça que travaille par exemple énormément Samsung et également Intel. Intel avec son Ribbon Fit et Samsung avec son MBC Fit, c'est-à-dire des transistors spéciaux verticalisés qui permettent d'avoir une tension d'alimentation beaucoup plus basse et donc beaucoup moins de consommation. Donc on peut aller plus haut en fréquence sans chauffer plus la puce, sans avoir besoin de refroidir plus les puces. Et donc le gain est multiple. Plus de puces par plaquette de silicium puisque la puce est beaucoup plus petite. Donc, bien entendu, même si le process coûte beaucoup plus cher, eh bien, vous allez rentabiliser parce que vous allez avoir beaucoup plus de puces bonnes à la fin à vendre. Donc, vous allez gagner de l'argent si la puce est beaucoup plus petite, moins de consommation, plus de performance avec des fréquences plus élevées pour le même design. Et donc, c'est tout gagnant. Oui, mais malheureusement, il y a la physique qui intervient. Et oui, comme je vous ai expliqué, 9 atomes de silicium, c'est un peu juste pour arrêter tout ça. C'est pour ça qu'ils ont inventé la verticalisation des transistors, c'est-à-dire grosso modo des transistors 3D, et donc qui permettraient d'arrêter plus efficacement les électrons. Ça a été le cas d'ailleurs du FinFET, utilisé encore par TSMC, oui mais qui arrive à ses limites en 3 nanomètres, et donc en 2 nanomètres ils vont devoir passer sur une autre technologie. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le GAA, le GATFIT, également Samsung avec son MBC Fit qui est encore plus avancé, et le Ribbon Fit pour Intel. Mais dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors déjà, pour rappel, en 2010, on expliquait que 10 nanomètres c'était la limite, la loi de Moore, on disait que c'était 10 nanomètres la limite, et qu'après ça allait être difficile de descendre en dessous. On est bientôt en 1 nanomètre, alors bientôt c'est en 2027-2028, mais on sait qu'on peut y arriver, et donc vous voyez quand même il y a un sacré gap, on a diminué de 10 par rapport à la prédiction précédente, ce qui veut dire qu'effectivement 1 nanomètre ne sera pas la limite, on descendra encore en dessous. Mais comment? Eh bien déjà en remplaçant le silicium par d'autres matériaux, comme par exemple le graphène nid d'abeille par exemple, très prometteur. Ce matériau est vraiment très prometteur, il s'avère déjà avoir des atomes 40% plus petits que le silicium, 70 picomètres, surtout il a une faible résistance active équivalente au cuivre, mais également il est très résistant, 100 fois plus que l'acier, c'est énorme, 100 fois plus que l'acier. Il est également malléable, extensible, on peut l'étendre de 20 fois en largeur et en longueur, c'est-à-dire qu'effectivement on peut l'étirer et il reprend sa forme, c'est assez impressionnant. Il est également transparent, 2,3% de la lumière est arrêtée par le graphène, donc vous imaginez en optique c'est très intéressant. Plus fort encore, il est imperméable et d'une façon assez spéciale, le graphène oxydé permet d'arrêter tous les gaz, un gaz quelconque, mais laisse passer l'eau. Donc on peut effectivement s'en servir pour de la filtration, ce qui est très efficace. Les électrons à l'intérieur sont d'une rapidité exceptionnelle, 1/300 de la vitesse de la lumière. Donc en termes de fréquence, on pourrait monter très haut en termes de fréquence. Alors attention, le graphène en nid d'abeille pose quand même des problèmes pour l'instant en intégration en process classique. Il y a du travail qui est fait actuellement, on pourrait effectivement remplacer le silicium par du graphène, mais il reste du travail à faire pour y arriver. Mais il est probable qu'en dessous du 1 nanomètre, on descende effectivement à 0,9, 0,8, 0,7 nanomètres, tout à fait possible. Et donc on continue un petit peu la diminution des transistors, mais surtout, l'amélioration viendra effectivement des matériaux qui permettront d'aller beaucoup plus vite, de verticaliser encore plus les transistors et d'aller beaucoup plus vite pour une consommation moindre. C'est ça le but finalement, c'est d'arriver à intégrer effectivement sur des surfaces plus petites pour avoir plus de puces par plaquette de silicium, mais surtout c'est d'aller plus vite en consommant moins. Si vous arrivez à multiplier par 10 par exemple la fréquence tout en ayant la même consommation qu'aujourd'hui, imaginez les gains potentiels dans le futur. Pour finir, vous allez me dire, et si on n'arrive plus à diminuer la taille des puces, par exemple en dessous de 1 nanomètre, comment on va faire puisqu'on va intégrer de plus en plus de transistors. Donc les puces vont être de plus en plus grosses et ça va être de plus en plus difficile de processer sur des plaquettes de silicium de 300 mm. Rassurez-vous, il existe plein de techniques comme TSMC qui a fait sa technique d'empilage de puces l'une sur l'autre, comme AMD, ah oui AMD avec son 3D packaging, plein de techniques existent, Intel aussi est dessus. Tous les acteurs sont dessus, c'est-à-dire grosso modo faire des puces plus petites, c'est plus efficace en rendement, je vous ai déjà expliqué également, et assembler ces puces l'une sur l'autre pour faire une méga puce. Donc il y aura ces techniques-là également dans le futur qui permettront de faire exploser le nombre de transistors par puce avec de l'empilage de puces, et bien entendu si la consommation est beaucoup plus basse, eh bien on ne consommera pas plus, voire moins qu'aujourd'hui. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur le futur du process, c'est un sujet immensément vaste, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai voulu faire juste une petite vulgarisation. Je vous dis à très bientôt pour la 201e Actu du Geek.